Avertissement. Cet épisode parle des garçons et de la manière dont fonctionnent nos esprits. Il porte sur nos doutes, sur nos forces, sur nos désirs et nos rêves. Il s'agit d'un mélange de mes lectures sur la psychologie masculine depuis quelques années et de mes expériences personnelles de jeune homme de 25 ans qui sent et éprouve quand même pas mal de choses. J'aimerais pouvoir faire la même chose pour l'esprit féminin, bien sûr, mais malheureusement, je ne maîtrise pas encore l'art de la transposition psychique. Cet épisode est un gros morceau. Prévoyez un thé, un plaid ou un long trajet de nuit, c'est vous qui voyez. Vous en ressortirez avec une connaissance fine et nouvelle de la manière dont fonctionne votre esprit et celui de vos contemporains. Il vous propose des outils de compréhension de vous-même et un parcours d'introspection qui, si pratiqué correctement, est susceptible de produire d'importants changements de comportement et ou des découvertes intérieures pouvant éventuellement s'avérer déstabilisantes pour vous. Mais surtout, et ça je vous le promets, il fait du bien par où il passe. La découverte de soi est un long chemin, probablement celui d'une vie. C'est un chemin souvent très intimidant, beau oui, mais qui force l'humilité et la sincérité supérieure. Et c'est la seule manière de se sauver, de grandir et d'aller mieux. De reconnaître ses failles et de prendre responsabilité même pour les choses dont nous ne sommes pas entièrement responsables. Je vous pose des questions dans cet épisode. Ayez simplement le courage d'oser les réponses. Et si votre courage va jusque-là, l'espace commentaire existe pour partager vos expériences. Souvent, le premier à dire une souffrance est un fou, avant d'être immédiatement rejoint par les autres, car aucune souffrance n'est ultimement solitaire. Ce texte est un cadeau d'un homme à un autre, en espérant que vous puissiez en ressortir avec une compréhension plus fine et magique de ce qui se passe sous la surface de votre vie. Comme écrit Robert Moore, devenir un homme, c'est savoir faire deux choses immensément difficiles pour beaucoup trop d'entre nous. Connaître nos limites avant qu'elles ne nous soient violemment imposées de l'extérieur en pleine face, et surtout savoir demander de l'aide quand on en a besoin. Bon épisode et bienvenue au Dolmen. Alors pourquoi les garçons sont tristes ? Ça c'est une grande question. Je vais vous dire pourquoi les garçons sont tristes, une bonne fois pour toutes. Pourquoi, même au fond des yeux du plus jovial d'entre nous, il restera toujours cette petite pointe d'amertume étrange, quasi imperceptible. Si vous voyez de quoi je parle, vous voyez de quoi je parle. Les garçons sont tristes parce que les garçons ne savent plus à quoi ils servent, qui ils sont et ce que l'on attend d'eux exactement. Et ça peut vous sembler trivial. Moi, ça me semble vrai, parce que je le ressens dans ma chair. Et sans ces trois choses, les garçons deviennent fous ou tristes selon leur personnalité. Moi, ce serait plutôt fou. Ou pour le dire encore plus simplement, les garçons se sont résignés. C'est ça que vous voyez au fond de leurs yeux, de temps à autre, de la résignation. Parfois bien dissimulée, oui, mais elle est là. Mais résignés à quoi ? Vous allez me demander fort justement. Eh bien c'est simple, les garçons se sont résignés à ne pas réussir à devenir leur propre héros, et à force à ne même plus considérer la possibilité de devenir leur propre héros. Et ça, oui, c'est un peu tragique. Les garçons se sont résignés à l'inutilité de leur existence, et à ce qui s'ensuit, c'est-à-dire au fond, dériver lentement le long de leur vie en comblant les trous et en tenant la porte bien fermée. Parce que la première blessure masculine, c'est pas le manque d'amour, contrairement à ce que l'on entend souvent, ou l'expression sentimentale, ou même la solitude. Toutes ces choses sont importantes, oui. Mais d'abord, avant tout le reste, c'est le sentiment d'inutilité, de vivre pour rien, de ne servir à rien qui nous blesse. Le sentiment d'être un poids, de savoir que nous contenons en puissance une énergie immense, capable des plus grandes et belles choses, mais de n'avoir aucune idée de où et de comment la mettre au service du monde. Ça blesse. C'est ça, la porte d'entrée pour le petit malheur du quotidien.
C'est ça que vous voyez peut-être tout au fond des yeux de vos amis, de vos frères, de votre amoureux, de votre père, ou du jeune type assis à côté de vous dans le bus au moment où je vous parle, et même peut-être, allons, il faut le dire, au fond de vos yeux, à vous. Tout ça, c'est la dignité perdue, le à quoi bon, la dignité blessée de celui à qui on a promis un royaume sans jamais l'octroyer ensuite. Celle qui ne dit rien, celle qui hausse les épaules pour ne pas avoir à hurler ce qu'elle a sur le cœur et qui, si elle pouvait parler, dirait au fond quelque chose comme ça. Mais attends, je croyais qu'être un garçon, c'était partir à l'aventure, devenir un chevalier, un prince, un magicien, un poète, un amoureux, pourquoi pas même un roi. Et au final, j'ai même pas réussi à devenir mon propre héros. J'ai 30 ans et j'ai la sensation d'être un adolescent inquiet, plein de rêves, d'élan, mais sans la moindre foutue idée de comment les réaliser. J'ai rien accompli et j'ai encore peur de l'administration. Merde, mais pourquoi on m'a menti? Pourquoi moi j'y arrive pas? Pourquoi j'arrive pas à vivre? C'est quelque chose comme ça, qui se cache derrière le « ouais, ça va » de votre meilleur ami. Un ça va résigné qui ne peut même pas vraiment desserrer les dents, qui concentre une énorme partie de son énergie quotidienne à maintenir au loin l'appel auquel, pour l'instant, il n'a aucune idée de comment répondre. C'est pour ça que les garçons sont tristes. Vous voyez, c'est assez simple, c'est pas si compliqué. Parce qu'ils ont peur de ce qui pulse à l'intérieur et qu'ils ne comprennent pas. Et ils sentent qu'en l'absence de canaux, si cette énergie devait sortir, eh bien, elle les terrasserait entièrement. Alors ils préfèrent fermer la porte que d'avoir à sentir chaque jour leur incapacité à s'embarquer dans l'aventure. Et quelle aventure! Devenir un homme. Parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Avec tout ce que ce mot comporte d'ambigu, ce mot que l'on n'ose même plus vraiment prononcer à voix haute. Mais c'est bien de ça qu'il est question. Devenir un homme. C'est-à-dire accéder à la beauté du masculin, à ses immenses pouvoirs, à ses quêtes et à ses secrets aussi. Alors, maintenant que nous savons pourquoi les garçons sont tristes, voyons ce que l'on peut y faire. La tristesse des garçons, au fond, c'est qu'ils sont des garçons depuis trop longtemps et qu'ils ne savent pas trop comment sortir de cet étrange état d'apesanteur adolescent, qu'ils ignorent, et ça, je le dis d'expérience pour avoir parlé avec beaucoup de jeunes hommes ces 3 dernières années, souvent tout d'eux-mêmes, qu'ils ne comprennent pas vraiment au fond comment fonctionne leur esprit. Et ça, c'est exactement ce sur quoi ont travaillé les 2 psychologues qui vont nous accompagner aujourd'hui dans notre exploration des profondeurs de l'esprit masculin, Robert Moore et Douglas Gillette, qui publient en 1990 le livre « Roi, guerrier, magicien et amoureux, recherche sur les principaux archétypes masculins ». Alors aujourd'hui, puisque le but de cet épisode n'est pas, contrairement à ce qu'il pouvait laisser penser, de pleurer pendant 45 minutes sur la condition masculine, j'ai une quête très pratique à vous proposer. Il s'agit de plonger, pendant la suite de cet épisode, à l'intérieur de vous et d'entrer en dialogue avec les différentes faces de votre masculin et surtout de voir ce qu'elles ont à nous dire sur vous. Je vous propose dans cet épisode de rencontrer vos 4 parts, 4 entités que vous connaissez très très bien puisqu'elles vivent à l'intérieur de vous, messieurs, et que vous entretenez au quotidien une relation particulière avec chacune de ces faces plus ou moins dysfonctionnelles ou fonctionnelles. Ce sont les 4 phases du masculin. Le roi, le guerrier, le magicien et l'amoureux. Les 4 forces primaires et immémorielles qui définissent notre rapport au monde, qui nous sommes en tant qu'hommes au quotidien. Si les garçons sont tristes, c'est que nous avons tous aujourd'hui du mal à entrer en relation saine avec au moins une, parfois 2, parfois même 3 de ces parts intérieures. Et comme on va le voir, ça peut provoquer des comportements salement difficiles au quotidien, de manquer de contact avec un ou plusieurs de ces archétypes, des choses qui peuvent vraiment, au sens strict du terme, vous gâcher la vie. Bien sûr, tout ceci est une carte
un modèle, un exercice, une proposition. Et comme toute carte, elle n'est pas le territoire. Elle ne vise qu'à vous permettre de dialoguer avec des parties de vous plus facilement et à remettre de la magie et des images là où il faut. Mais avant de vous présenter ces 4 faces, leur symbolique, leur histoire et leurs effets sur vous, pour que vous compreniez où je veux en venir avec tout ça, il faut d'abord que je vous explique rapidement ce qu'est un archétype et pourquoi cette notion est immensément importante pour la suite de notre exploration. Parce que je ne doute pas que pour beaucoup d'entre vous, vous connaissiez le mot, mais encore faut-il savoir ce qu'il implique en pratique. Comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, j'ai grandi entouré de fiction, de fantaisie, d'histoires, de héros. À 11 ou 12 ans, une après-midi, un de mes 2 grands frères m'assoit sur le canapé en velours vert du salon familial, ferme les rideaux et me dit « Petit frère, je t'invite en terre du milieu. Prépare-toi pour une grande aventure. » Et je me souviens encore du cliquetis de la boîte de DVD, de la télé qui s'allume et la suite, je crois que je l'oublierai jamais. Dans chacune des grandes fictions de ma vie, que ce soit des histoires, des films, des livres, je me suis identifié comme vous à des personnages, sans vraiment y réfléchir, intuitivement, parfois même sans m'en rendre compte. Alors en terre du milieu, mon guide à moi, c'était Légolas, pour son élégance pieuse, sa noblesse, même dans la douleur, son rapport à la nature, le poids de la tradition qu'il portait sur ses épaules, son aristocratie insistante, quelque chose en moi s'y retrouvait beaucoup. Pour certains de mes amis, c'était Aragorn ou Frodon ou même Gandalf, peu importe. Et pour les livres, c'est la même chose. J'ai mes héros, ceux de la littérature, des romans qui m'ont guidé et construit, et vous avez ou aviez au moins les vôtres, dans d'autres grandes œuvres, je n'en doute pas. Nous avons tous nos héros et nos modèles. Sans le savoir, cet après-midi-là, en regardant Le Seigneur des Anneaux pour la première fois, je venais de découvrir la puissance enfouie des archétypes. Je vous explique. Si nous adorons les héros et si nous nous identifions si facilement, sans y réfléchir, à certains types de personnages dans des fictions, ce n'est pas pour rien. Les héros sont des miroirs, plus encore des réceptacles, sur lesquels se précipitent des énergies contenues en nous que nous ne savons généralement pas trop comment incarner au quotidien. C'est nous qui donnons la possibilité aux héros d'être des héros, d'être parfois même plus vivants que vous et moi, et plus héroïques en tout cas. Ils réceptionnent des énergies et des forces qui dorment tout au fond de nos inconscients. Notre plus grande erreur en ce qui concerne la compréhension de l'esprit humain depuis 2 siècles, c'est d'avoir voulu en parler sans figure, sans magie, sans image, d'avoir voulu parler une langue, au fond, qui n'est pas la nôtre, ou du moins pas celle de notre esprit, une langue terne et abstraite, ce qui est en grande partie devenu la psychologie aujourd'hui. Ce qui fait que, bien souvent, le malheureux l'est par 2 fois. La première fois car il subit son sort, et quand il regarde en lui-même, il ne voit rien, si ce n'est un mélange de termes plus secs les uns que les autres. Un héros donc sert à nous rappeler que tout au fond de nous, peu importe qui nous sommes, d'où nous venons et ce que nous avons vécu, il y a ce désir. Incarner la stabilité du roi qui remonte sur son trône perdu et guide son peuple avec sérénité. Le guerrier et sa force bestiale, celui qui agit, qui impose son courage à la face du monde. Le magicien qui manie les savoirs, la ruse et aide les autres à se trouver. L'amoureux qui se sent proche de toute chose et qui célèbre la vie. Ces énergies portent en vérité un nom très précis. Ce sont ce que l'on appelle des archétypes. Et ces archétypes furent une des grandes découvertes du psychiatre Carl Gustav Jung au siècle dernier. Jung et ses successeurs se rendirent compte qu'il existait à la racine de l'esprit masculin et de l'esprit féminin des forces qui s'expriment de nombreuses manières à travers l'histoire de l'humanité. Nos mythes, nos légendes, nos peintures, tout ce que nous pouvons produire, nos rêves, nos sociétés, portent la marque de ces archétypes, tout comme nos personnalités. Les archétypes sont les forces qui codent la culture humaine, l'origine invisible des forces que prennent nos pensées, nos créations et nos histoires. Les plans cachés de la matière, les séquences ADN de l'esprit, si vous voulez.
Vous pouvez envisager les archétypes comme des forces souterraines primordiales, imprimées dans notre inconscient collectif, invisibles, dont on ne perçoit que la matérialisation en surface. Et les grandes œuvres, des textes religieux en passant par l'intégralité des légendes et par nos grands films, sont remplis d'archétypes, car ces symboles entrent directement en résonance avec certaines parties de nos esprits. Ainsi, pour Jung, il existe des archétypes typiquement masculins et d'autres typiquement féminins, qui se retrouvent et se répètent dans l'histoire de l'humanité, depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Ces archétypes définissent, selon comment nous les incarnons ou non, nos sentiments, nos chemins de vie, nos actions et globalement tout ce que nous sommes ou ce que nous n'arrivons pas à être, nos personnalités. J'aime bien dire que les archétypes sont les instincts primordiaux de l'esprit. Ce sont les forces qui nous guident et qui peuvent être nos plus grands alliés ou nos plus grands tyrans au quotidien. Chacun des 4 grands archétypes masculins que je vais vous présenter aujourd'hui vous pousse à adopter une posture précise dans l'existence. Ainsi, lorsque nous parlons et allons parler d'archétypes, la question n'est pas « suis-je davantage le magicien, le roi, le guerrier ou l'amoureux ?» ce qui est peut-être la question que vous avez commencé à vous poser, mais davantage « comment suis-je, comment j'incarne à ma manière chacune de ces 4 forces aujourd'hui ?» Car vous n'avez pas d'autre choix pour vous engager dans votre quête que d'entretenir une relation avec ces 4 personnages antérieurs en même temps. Le premier principe d'un archétype, comme d'un instinct, c'est qu'il ne peut pas ne pas s'exprimer. Un archétype ne peut pas être supprimé ou laissé de côté. Il ne s'agit pas d'un personnage que vous choisissez d'être ou de ne pas être au quotidien, ou d'une posture existentielle comme on les décrit trop souvent. On ne peut pas simplement nier un archétype fondamental ou l'éviter, car cela reviendrait à supprimer des parties de nos psychés. Cela reviendrait à dire que l'on peut nier sa soif, son besoin de contact humain ou sa faim. C'est complètement absurde. Vous pouvez essayer, mais le besoin trouvera une manière vrillée de s'exprimer. Nous avons tous besoin dans nos vies de parvenir à incarner le pouvoir rassurant du roi, la volonté du guerrier, les savoirs du magicien et la volonté de l'amoureux. Si les archétypes n'ont jamais disparu dans l'histoire, si l'on retrouve des magiciens dans des appellations différentes et avec des apparences différentes bien sûr, mais avec au fond toujours les mêmes rôles et la même symbolique, depuis les premières civilisations mésopotamiennes jusqu'au renouveau chamanique contemporain et même au-delà, c'est qu'il y a quelque chose en nous, quoi qu'on y fasse, qui produit des magiciens. Quelque chose que nous ne pouvons pas simplement éteindre. Chacun de nous a donc besoin de prendre contact avec ces archétypes, car à eux 4, ils incarnent et équilibrent la psyché masculine, et nous permettent de nous déployer dans le monde autrement que comme de petits êtres inquiets, empêchés et résignés. Et souvent, dialoguer avec ces 4 parts nous permet de rapidement mettre le doigt là où les choses se compliquent pour nous, là où une des parts ne s'exprime pas comme elle le devrait, ou même pire, lorsqu'elle est tombée du côté d'une de ses ombres, lorsqu'elle s'exprime négativement chez nous. De mettre le doigt sur le gros paquet de boue qui nous colle à la peau. Et je vous préviens, c'est ce que l'on va faire très clairement aujourd'hui. Et vous avez, comme moi, un archétype nœud, c'est-à-dire un archétype avec lequel vous avez des choses à régler. Et aujourd'hui, le but de notre introspection, c'est au moins d'identifier celui avec lequel vous avez du travail et d'aller creuser dans cette direction. En effet, comme vous allez le voir, incarner un archétype est une question d'équilibre. Souvent, on les représente sous forme pyramidale ou triangulaire. Le haut du triangle ou de la pyramide représente l'archétype dans sa pleine puissance, lorsqu'il passe à travers nous de manière saine et que nous réussissons à jouer ses exigences et ses missions. Chacun de ces 4 archétypes a ses versions négatives, ses ombres, ou, pour parler de manière pompeuse, ses troubles bipolaires dysfonctionnels. En bas à gauche de chaque archétype, de sa petite pyramide, nous trouvons la suridentification à l'archétype, c'est-à-dire le moment où celui-ci est trop présent chez nous, trop puissant, lorsqu'il s'impose démesurément dans nos vies quotidiennes. C'est ce que l'on appelle aussi l'inflation.
Le guerrier, par exemple, n'est plus simplement une partie de nous, mais nous nous mettons à agir au quotidien uniquement et seulement comme le guerrier. Et nous devenons vite un sadique belliqueux, ce qui inévitablement déclenche une cascade de conséquences. Aucun archétype n'est bon ou mauvais en soi. Chacun des quatre peuvent être des alliés ou des ennemis pour votre vie, selon la manière dont vous leur permettez ou non de s'exprimer. En bas à droite de la pyramide de chaque archétype, cette fois, nous trouvons la désidentification, le manque d'incarnation. Ici, l'archétype n'est au contraire pas suffisamment joué. Il adopte donc une posture en retrait. Et, puisque vous suivez ce que je vous raconte, vous en conclurez qu'il ne disparaît pas pour autant, mais s'exprime de manière dysfonctionnelle, vrillée. Ainsi, on n'arrête pas d'être un magicien, par exemple, un guerrier, mais dans le premier cas, on utilise son savoir pour tirer autrui vers le bas, ou dans le second cas, on se soumet au-delà du raisonnable, face au premier guerrier venu. On cherche à l'extérieur ce qu'on n'arrive pas à atteindre à l'intérieur, où l'on adopte des postures passives-agressives dans la vie de tous les jours, en raison de notre incapacité à incarner notre pouvoir d'action. On devient la petite chose fragile qui suit mais qui mord et qui suit à nouveau. Devenir un homme, pour Moore et Gillette, vient donc d'abord de notre capacité à intégrer ces archétypes fondamentaux du mieux possible. Car en échange, ils nous donneront tous d'immenses forces pour nos vies. Ou, pour le dire comme je me le dis, ils referont du masculin, de l'être-té garçon, quelque chose de désirable avec ses buts et sa raison d'être, ce dont nous sommes immensément privés aujourd'hui. Et si jamais vous en doutez, demandez autour de vous « Qu'est-ce que c'est qu'être un homme ?» et regardez les gens se perdre en raisonnements polissés et en métaphores vides. Car être un garçon, aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose d'enviable, ou du moins d'épique, d'intéressant, de curieux, d'artistique, malheureusement. Refaire du masculin une situation passionnante et magique, et en tout cas autre chose qu'un simple rôle de contrôle, de menace et d'hostilité, qui se camoufle en force, c'est un peu l'objectif de cet épisode. Ces précisions faites, rentrons dans le vif du sujet et rentrons dans l'exercice d'introspection que je vous propose aujourd'hui. Alors voilà comment nous allons procéder. Je vais vous présenter succinctement, parce que nous n'avons pas 5 heures, chacun des 4 archétypes primordiaux. Et pour chacun d'entre eux, je vais vous demander de vous poser les 3 questions suivantes. Si vous avez la possibilité de noter les questions, ou du moins de vous en souvenir pour la suite de l'épisode, ce serait très pratique. Première question. Quelle relation entretenez-vous avec cet archétype ? Est-ce une part à laquelle vous accédez de manière équilibrée ? Pouvez-vous sentir son pouvoir à l'intérieur de vous, ses effets dans vos vies ? Vous semble-t-il trop présent ou pas assez présent ? Êtes-vous sous l'influence de l'ombre de cet archétype, aussi déplaisant que cela puisse être à réaliser ? Seconde question. Quelle action dans votre quotidien alimente l'énergie de cet archétype ? Où se joue-t-il ? Et plus important, est-ce un beau terrain de jeu, à la mesure de l'énergie qu'il représente ? Ou est-ce une partie un peu délaissée, que vous ne prenez pas vraiment au sérieux ou la peine de cultiver ? Un grenier poussiéreux que vous laissez un peu pourrir, en pensant qu'au fond vous n'en avez pas tant besoin dans vos vies ? Et troisième question, y a-t-il autour de vous des êtres qui réussissent à mobiliser l'énergie de cet archétype de manière significative et belle, vertueuse ? Et dans ce cas, qu'ont-ils de différent de vous au quotidien ? Est-ce que vous pourriez envisager de leur demander conseil ? Et si oui, que leur demanderiez-vous ? Enfin, une fois ces 4 archétypes bien ancrés dans vos esprits, je vous proposerai un exercice ô combien puissant pour découvrir, intégrer et faire dialoguer les différents aspects intérieurs. Et vous allez voir, c'est toute une expérience. Allons-y. Le roi. Commençons par parler du roi.
Étrangement, bien qu'étant le premier des 4 archétypes masculins dans l'ordre d'importance, il est aussi celui qui risque pour certains de vous paraître le plus évanescent et difficile à saisir, et pour de bonnes raisons. Le roi intérieur, dans son équilibre, correspond au père primordial. C'est l'organisateur, la force rassurante dans le chaos, c'est le courage de l'amour et l'amour du courage, c'est celui qui organise, le pilier du royaume, celui qui calme les ardeurs dans la tempête, qui donne du sens au monde, qui pose sa main sur l'épaule du paniqué. Le roi, c'est le dévoileur de chemin et de vérité, c'est l'ordonnateur, celui qui bénit, valide et récompense le jeune homme en construction. Il se situe au centre du village et au centre de l'esprit, assis sur son trône. Le roi est une figure qui apparaît normalement en fin d'adolescence, lorsque le jeune garçon, héroïque, est confronté à ses propres limites et s'effondre, car il existe une différence importante entre le héros et le roi. Le héros joue seul et va jusqu'à s'effondrer parce qu'il ne connaît pas ses propres limites. Le roi, lui, est responsable des autres et ne peut donc pas se permettre l'enfantillage suicidaire du héros. Si le roi est difficile aujourd'hui à toucher du doigt pour beaucoup d'entre nous, c'est qu'il suppose 2 choses dont nous sommes privés. La première, c'est d'évoluer dans le monde avec l'intuition stable d'y être le bienvenu, et plus encore d'y être important et nécessaire. Le roi est célébré par la vie. Or aujourd'hui, cette sensation, car il s'agit d'une sensation et non pas d'une pensée, est ô combien rare. Qui vit aujourd'hui en ayant la sensation, l'intime émotion que sa vie est importante dans la grande toile des choses, qui se sent nécessaire et important. Car sans cette certitude d'être le fils du monde, l'Atman, il n'existe aucune forme de courage ou de sérénité. La seconde qualité du roi, difficilement accessible, c'est qu'il parvient à donner du sens au monde. C'est l'ordonnateur. Le roi est celui qui sait se placer au centre du monde pour y établir sa cité. Il parvient à dire « Voilà ce qu'il faut croire, voilà la vérité, voilà ce que nous devons faire ». Or, en pleine crise de schizophrénie existentielle mondiale, avec la multiplication des récits et des croyances, il est de plus en plus rare d'accéder à son roi, à cette main qui à un moment se pose sur le monde agité et dit « Soit, je vous ai tous écoutés. Mais maintenant, voilà ce qu'il faut croire et voilà ce qu'il faut faire. » Et pourtant, sans le roi, sans sa capacité à se sentir bienvenu au monde et à savoir le stabiliser pour y évoluer, nous ne pouvons pas vivre nos vies d'hommes. Nous sommes paralysés de peur et d'informations contradictoires. Le roi apporte le calme, il organise et rassure. À l'intérieur de nous, c'est lui qui est capable de sentir le juste ordre des choses, notre dharma ou le courant du Tao. C'est celui qui coupe court aux tergiversations des valeurs et des idées, car il possède l'intuition du monde et du vrai. Le roi terrasse Behemoth de sa lame dorée, puis monte sur le trône pour organiser et créer le nouveau monde qui émerge du chaos. Enfin, la dernière fonction du roi est celle d'assurer la fertilité. Contrairement à la sensualité de l'amoureux que nous verrons, le roi porte une énergie plus proche de la fécondité matérielle. Pensez à ces dieux patriarches qui, de l'Égypte à la chrétienté en passant par la Grèce antique, assurent la fertilité des sols. Le roi porte l'énergie solaire, celle qui, lorsque le roi suit la vérité, lui octroie toutes les richesses dont il pourrait rêver pour lui et les siens. Le roi est capable de partager sa lumière. Il peut et doit donner confiance aux autres autour de lui. Le roi forge d'autres rois. Il est capable de révéler chez les autres la même énergie qu'il porte en lui, c'est-à-dire la confiance en la vie, la capacité à ordonner et l'accès à la fécondité. Le roi transforme les garçons en hommes en posant sa main sur leurs épaules. Il valide et permet, il promeut autrui et guide, sans envie, car il tire son pouvoir de la source vitale et non pas de l'admiration d'autrui. Il sait que la vie le célèbre et ne vacille donc pas. Le roi porte le calme, le centrage et l'accès à la force vitale et solaire dans la psyché masculine.
Il pose sur le monde un regard calme et bon. Au quotidien, le porteur du roi est un homme qui parvient à assurer sa sécurité matérielle et celle des siens, qui est capable d'être le pilier dans la tempête, qui, lorsque tout le monde a perdu la raison et hurle, garde son calme et apaise, qui veille sur les siens, qui accompagne et encourage, qui est capable de confronter avec amour, qui sait sentir en lui couler le courant calme et puissant de la vie et de ses exigences, et dont il se fait le relais. Évidemment, la plupart d'entre nous n'ont que très peu accès à l'énergie parfaite de ce roi. Et ces ombres sont aujourd'hui très présentes et évidemment destructrices. L'ombre positive, la suridentification avec le roi, sa domination dans l'esprit d'un homme, produit le tyran. Contrairement au roi, le tyran haït, car il est terrifié. Il envie car il n'a pas accès à la certitude envoûtante de sa propre place dans le monde. Profondément, il s'agit d'un faux roi, insécurisé et inquiet, qui craint pour son pouvoir et détruit donc toute forme de concurrence. Les tyrans rabaissent, écrasent toute forme de pouvoir alternatif. Ils craignent la vie car la vie les menace. Fondamentalement, le tyran détruit et combat car il est terrifié de sa possible chute. C'est-à-dire qu'il ne supporte pas ses propres faiblesses. Et partout où quelque chose germe, il applique une politique de la terre brûlée pour que rien ne puisse jamais venir mettre en danger son propre pouvoir omnipotent. Il déprécie les talents d'autrui, il tient à être le seul autorisé à valider ou à faire grandir, il complimente pour rendre dépendant, fait grandir mais jamais jusqu'au stade où son propre pouvoir risquerait d'être mis en péril. L'homme, possédé par le tyran, est extrêmement sensible aux critiques. Elles le blessent immensément, bien qu'il ne vous le montrera jamais. Tout ce que vous verrez en surface, c'est de la rage. Le tyran dit « Adorez-moi ou soyez maudits, vénérez mon immense importance ou vous n'aurez rien de moi. » De l'autre côté, l'ombre négative du roi, cette fois, la désidentification, produit quant à elle un être tout aussi défectueux, bien que plus discret, l'avorton. L'avorton n'a pas accès à son roi. Il manque de centrage, de calme et de sécurité intérieure, ce qui souvent l'amène à une forme ou une autre de paranoïa. Il est souvent tourmenté par des peurs irrationnelles de tromperie, de complots contre lui à plus ou moins grande échelle, par ses proches ou ses subordonnés. Il pense qu'on veut lui nuire tout le temps, et même parfois que la vie est contre lui. Il est métaphoriquement prêt à tuer avant qu'on ne le tue, à mordre par avance, et souvent, il le fait. Le guerrier. Nous allons passer assez vite sur le guerrier. Non pas qu'il soit de moindre importance, mais vous aurez beaucoup moins de mal à saisir son essence. Il nous est presque trop familier aujourd'hui. Le guerrier est celui qui accomplit la volonté en action, le mouvement, la force réalisatrice, celui qui opère dans la matière, celui qui a conscience de l'imminence de sa propre mort et agit en conséquence. C'est aussi celui qui sert au-delà de lui-même, qui trouve ce que l'on nomme une loyauté transpersonnelle, c'est-à-dire une cause immensément plus grande que lui, et la sert. Le guerrier est celui qui accepte l'âpreté du réel et s'y confronte, qui est capable de mettre ses émotions et ses états d'âme de côté au service de l'efficacité de la cause. Alors, il faut le dire, nous avons aujourd'hui un grand problème avec le guerrier. C'est un peu le vilain petit canard de la psychologie masculine et des 4 archétypes. Car on peine à l'aimer, à comprendre son rôle, et on le confond très vite avec ses ombres. Pourtant, le guerrier est absolument nécessaire. Le guerrier nous fait peur, car nous constatons, ou parfois même subissons trop souvent ses effets immensément destructeurs, c'est vrai, sans savoir qu'il comporte aussi une nécessité vitale. Oui, le guerrier détruit beaucoup,
Mais parfois, dans la vie, des choses doivent être détruites, car devenues vétustes, inopérantes ou trop fragiles. Beaucoup de choses dans le monde doivent être détruites. La corruption, la tyrannie, l'oppression, l'injustice, la laideur, les mensonges des uns et des autres, les relations branlantes basées sur des mensonges, qu'il y en a des choses à détruire pour le guerrier. Oui, le guerrier dissocie et regarde ses états d'âme de haut. Mais parfois, il est nécessaire de s'extraire de soi pour forcer la matière à se plier à notre volonté. Le guerrier n'est pas la rage, mais celui qui, à tout prix, propulse le choix dans la matière. C'est celui qui porte la volonté pure à bout de bras. Et mon Dieu, que nous en avons besoin. Et aucun homme ne peut être heureux sans incarner son guerrier, au risque de rester pour toujours dans le royaume du désir sans rien réaliser. Si d'aventure on vous parle de supprimer ou de punir le guerrier, par exemple dans de grandes diatribes politiques, rappelez-vous que on ne peut pas supprimer un archétype. Et regardez autour de vous à quel point l'énergie du guerrier est présente dans nos films, dans notre attrait martial, nos fascinations guerrières. Nous avons des choses à faire avec lui, que ça vous plaise ou non. Le guerrier est une énergie primordiale qu'il convient d'honorer et de reconnaître. Plus encore, n'importe quel regard en arrière nous prouvera que le guerrier a réalisé d'immenses choses dans l'histoire de l'humanité, et des choses bien souvent d'une beauté à couper le souffle. Alors, les fonctions essentielles du guerrier sont au nombre de 4. Il est celui d'abord qui déclenche l'agressivité, celle qui permet de plier les circonstances à la volonté. Mais c'est aussi un stratège qui est prêt à tout faire pour obtenir ce qu'il désire. Il permet d'accéder à une pensée claire, centrée sur l'efficacité et l'action. En 3e point, le guerrier a une conscience permanente de sa propre finitude et utilise cette force pour bâtir. Un homme qui incarne son guerrier sent chaque jour passer et chaque jour qui passe alimente sa force d'action. Le guerrier sent la fugacité fragile de la vie et serre le poing. Il redirige ce sentiment d'urgence vers l'extérieur et jamais vers l'intérieur. Le guerrier ne pense pas, il laisse ça au magicien. Il agit, il est celui qui bâtit, peu importe les circonstances, car il sent, dans son corps, l'urgence de la révolte. Le guerrier dit « Assez, assez parlé, à la forge, messieurs, il est temps de bâtir ». Il court-circuite la parole et la pensée. Il frappe du poing sur la table des négociations qui s'éternise et disparaît vers l'atelier. Enfin, 4e fonction, le guerrier accède à cette fameuse loyauté transpersonnelle, c'est-à-dire qu'il sait se soumettre à une cause qui le dépasse entièrement. Le guerrier est celui qui se soumet. Il ne combat pas pour lui jamais, mais pour une idée. Et c'est ce qui lui permet de se transcender, de se dépasser, de souffrir, de porter sur son dos, car il sait qu'il joue pour les siècles. Le guerrier diminue l'importance des relations humaines et des affects, car il sert quelque chose de plus grand que son incarnation passagère. Il peut combattre pour un dieu, pour la liberté, pour la civilisation, pour l'art, pour l'amour, pour une idée, peu importe. Mais il ne combat jamais seulement pour lui. Ce qui peut le mener, oui, à une certaine distanciation émotionnelle, mais qui est tout à fait normal et bienvenu le temps du combat. L'inaccessibilité ponctuelle est fonction de l'efficacité de la tâche. Le guerrier doit faire de la place autour de lui et à l'intérieur de lui s'il veut mener à bien sa mission. Quand le guerrier s'associe à l'amoureux, il produit un type humain des plus magnifiques. Marc Aurèle était un empereur philosophe, Mishima un artiste guerrier et un poète d'immense talent. Lawrence était un soldat écrivain, sans même parler de Saint-Exupéry ou de Peggy. Seulement, oui, le guerrier, s'il prend toute la place et devient seul maître à bord, là, nous avons des problèmes. L'ombre inflationniste du guerrier est le sadique,
On y trouve une passion pour la destruction, la domination, la cruauté, la haine des faibles et des vulnérables. Tout ce sur quoi s'établit aujourd'hui, au fond, la critique du masculin. Vous voyez que c'est une toute petite partie. Le sadique est un guerrier immature qui explose dans des tempêtes émotionnelles incontrôlées et dont l'entourage immédiat est contraint de payer le prix de son manque de maturité. Généralement, le guerrier dysfonctionnel est au fond un adolescent qui, n'ayant pas encore rencontré son roi, entre en guerre avec tout ce qui tient du féminin et de la puissance englobante. Il donne des coups d'épée dans le brouillard, enragé. Sa peur primordiale est d'être avalé par le féminin. Sa brutalité est une réponse à son incompréhension de la polarité sexuelle. Le sadique peut être aussi un travailleur borné et visiblement infatigable, qui ne s'arrête jamais. Mais ce qui dirige son action, ce n'est pas l'amour ou la foi en une cause plus grande que lui, mais la peur, l'anxiété, celle de ne pas être assez ou de ne pas faire assez. Si vous arrivez à vous admettre, en vous regardant dans le miroir, qu'au fond, vous ne prenez pas assez soin de vous, que vous n'avez pas grand-chose à faire de votre bien-être mental ou physique en comparaison des résultats que vous cherchez à obtenir dans la vie, alors il est probable que l'ombre du guerrier vous guette ou soit déjà sur vous. L'autre pôle dysfonctionnel du guerrier, c'est son manque d'identification, cette fois. Le masochiste, un petit être sans défense, incapable et lâche, qui rêve sans jamais faire, qui projette l'énergie du guerrier à l'extérieur et cherche à se soumettre à tout prix. Le masochiste est incapable de se défendre seul psychologiquement, il autorise donc les autres à le malmener sans être capable de répondre ou simplement de poser ses limites. Il n'a généralement pas la main sur sa santé ni psychologique ni physique. Le masochiste courbera le dos sans rien dire, subira jusqu'à exploser dans une forme de sadisme grandiloquent. Il passera d'un extrême à l'autre sans jamais vraiment toucher le guerrier du doigt. Le magicien. Ah, le magicien, celui qui maîtrise les savoirs cachés, le possesseur des techniques, celui qui observe et sourit dans sa longue barbe grise, assis sur son rocher. Vous savez que je l'aime, alors je ne vais pas faire semblant. L'assoiffé de connaissances, le frère du dieu alchimiste, celui qui ouvre des canaux de compréhension et de libération, celui qui apprend aux hommes à se connaître, qui sait faire reculer l'œil. Si le guerrier est celui qui agit, le magicien est celui qui pense. Les chamans, les médecins, les sorciers, les inventeurs, les scientifiques, les ingénieurs, tous ces sous-archétypes sont reliés au même centre, le magicien. Le magicien est celui qui maîtrise un ou plusieurs types de savoirs difficilement ou non immédiatement accessibles. Le magicien a 3 caractéristiques essentielles: le sachant, le maître des techniques et l'organisateur de rituels initiatiques. Il guide les autres dans leur propre transformation, à l'intérieur comme à l'extérieur. Pendant longtemps, le magicien est dans la vie d'abord et uniquement un apprenti, assis sur les bancs de la faculté ou dans un laboratoire ou plongé dans des centaines, parfois même des milliers de livres. Le magicien est une énergie qui s'apprend et s'apprivoise. Il s'agit de passer beaucoup de temps et d'énergie à maîtriser certains types de savoirs secrets avant de les mettre au service des autres. Peu importe dans quel domaine, le magicien saisit des choses que les autres ne savent pas. Il connaît par exemple le secret, le mouvement des étoiles, les phases de la lune, quand planter et quand récolter. Il peut prédire la météo, a des connaissances médicinales, saisit le comportement des groupes, il comprend les mécanismes de la physique quantique, pourquoi pas, ou le fonctionnement profond de la psyché humaine. Il ne tient qu'à lui, ensuite, d'utiliser ses savoirs de manière vertueuse ou non. Ce qui veut dire que le magicien peut, strictement parlant, soigner ou empoisonner, clarifier ou complexifier, guider ou égarer d'autant plus. Le magicien est l'archétype de celui qui aide les autres, qui sait recevoir les questions et y répondre. Il sait voir à travers les choses qui paraissent troubles à ses contemporains. Il est celui qui voit plus loin ou plus profondément.
L'écrivain est souvent un magicien, car il comprend et manie les sentiments humains. Le psychologue aussi, évidemment. L'un des tours du magicien est notamment de contourner l'ego des autres. On appelle ça le déflationnisme. Il sait voir derrière les masques des gens et peut toucher le très sensible tissu de vérité personnelle. Il montre et dévoile les mensonges. Il déshabille les êtres humains sur demande et peut ensuite restaurer l'unité perdue et soigner. Le magicien guide souvent le roi et le guerrier en leur permettant de ne pas se mentir et de trouver leur vérité tout au fond d'eux, comme Merlin avec Arthur ou Gandalf avec les hobbits, en les aidant à trouver leur propre courage. Le magicien est capable d'incarner l'observateur de l'ego, c'est-à-dire qu'il est capable de se détacher du flot permanent des affects et des sensations. Il est le régulateur de l'esprit, celui qui nous évite de nous suridentifier avec l'un des 3 autres archétypes, de nous mentir, de nous tromper sur nous-mêmes. C'est le juge de paix de nos esprits, le grand analyseur. Le magicien donne accès à une vision entière de nous-mêmes, sans filtre, sans jugement, par la force de l'introspection. Il incarne le « connais-toi toi-même ». Le magicien est aussi la partie de vous qui est préoccupée par les grandes questions, et plus que préoccupée, qui y travaille activement. Qu'est-ce que le temps? Peut-on l'inverser? Comment une particule peut-elle être à 2 endroits au même moment? Quelle est l'origine de l'univers et son point final? Quelle est la nature de la conscience, le but de l'homme, le fonctionnement de l'esprit? Le magicien est trop curieux pour ne pas chercher. Mais voilà, de grandes connaissances impliquent de grandes responsabilités, car l'on ne peut pas faire n'importe quoi avec ses pouvoirs de magicien. Si l'on prend l'exemple de la science, la chose nous saute au visage. Et nous caressons en passant la joue d'Oppenheimer, un très grand magicien s'il en est, peu importe ce que l'on pense de son invention. Mais si l'on parle de l'esprit des humains, c'est la même chose. C'est une chose de savoir débusquer les mensonges des uns et des autres, exposer les vérités, les douleurs, faire remonter les souvenirs, pointer la difficulté réelle. Mais c'en est une autre de savoir accueillir les implications parfois cataclysmiques de telles révélations lorsqu'on les déclenche chez autrui. Tout le monde n'a pas besoin de savoir tout ce que c'est le magicien. Voilà ce que l'on apprend le long d'un parcours de magicien. La physique quantique, c'est passionnant, bien sûr, mais pour qui c'est utile? Pour qui cette instabilisation fondamentale de la réalité est-elle une aide au quotidien? Évidemment qu'il y a des couches magiques et troublantes autour de l'expérience humaine et de la conscience, mais qui a vraiment besoin d'y accéder et de comprendre tout ça, alors même que cela signifie souvent écrouler ou du moins instabiliser son premier monde? Le magicien doit apprendre quoi révéler, à qui, quand et comment. Il ne doit jamais sous-estimer des forces qu'il tente d'appréhender. S'il ne parvient pas à maîtriser ses forces, il risque de devenir l'ombre du magicien, le manipulateur. Cette posture de suridentification pousse la force du magicien vers l'ombre, l'utilisation des savoirs pour tromper ou rendre dépendant. Le manipulateur est un magicien qui a basculé du mauvais côté. Il utilise ses savoirs et ses technologies non plus pour initier, mais pour accroître son contrôle sur autrui. Il donne quelques informations, mais jamais assez pour permettre une pleine autonomie à ses apprentis. Il tient plus à paraître supérieur qu'à guider. Cruel, inutilement complexifiant, encourageant la compétition parmi ses apprentis, garde ses informations pour lui par peur, cynique, rabaissant, perdu dans le labyrinthe de la réflexion. Le manipulateur s'éloigne de plus en plus de la vie pour ne plus vivre que de l'accumulation des savoirs stériles. Il s'isole et met ça sur le compte de sa supériorité. Le second pôle de l'ombre du magicien, cette fois le désidentifié, est le faussement naïf. Celui qui n'a pas suffisamment accès à son magicien. Il envie bien sûr le prestige qui vient généralement avec le rôle du magicien, mais il n'a pas le courage pour se lancer dans la longue initiation que celui-ci suppose. De la même façon, il ne veut pas entendre parler des responsabilités que cet archétype suppose, et pourtant il les désire secrètement. Il veut aider pour se sentir exister, ça oui, mais il n'a ni la patience ni le savoir pour aider, et ne compte pas les acquérir. Il veut initier les autres, mais il ne s'initie pas, jamais, par peur. Il veut soigner, mais ne se soigne pas.
par peur. Il veut guider les autres vers eux-mêmes, mais ne se guide pas d'abord lui-même. Il apprend ainsi juste assez pour déclencher la fascination et obtenir la soumission d'autrui, et jamais plus. Le savoir est chez lui un instrument de parade, car il se pense trop bon pour suivre la petite voie besogneuse de l'apprentissage du magicien. Il se cache derrière ses questions et évite toute confrontation réelle. L'amoureux. Nous terminons cette exploration avec ce 4e archétype, l'amoureux. L'amoureux, c'est l'extatisme poétique, le sentir trop, le sentir par tous les sens, sentir la beauté, la souffrance, le tout en même temps, l'irrésistible besoin de se fondre dans l'autre, dans tous les autres, c'est l'effondrement des barrières. Comme vous l'avez sûrement remarqué, les 3 archétypes précédents adoptent tous une posture relativement distante vis-à-vis d'autrui. Que ce soit le roi, sur son trône, le guerrier par sa coupure émotionnelle ou le magicien par son rôle de conseiller. Et c'est pour ça que l'amoureux est aussi important dans la psychologie masculine. Sans l'amoureux, rien ne fonctionne. Tout tourne en circuit fermé, rien ne sort vers autrui. Et aucun des 3 archétypes précédents ne peut se déployer dans sa juste mesure. L'amoureux représente l'énergie primale, la vie, la passion, la volonté de puissance, d'imposition, d'être au monde, de le vivre démesurément, et s'incarne évidemment aussi plus matériellement par nos envies de reproduction, nos pulsions créatives et le sens que nous parvenons à trouver au monde. L'amoureux est celui qui dicte et assure ses pulsions de vie. Si les 3 archétypes précédents forment la structure, l'amoureux est le sang qui coule dans les tuyaux. Il est le dernier à arriver, mais celui pour qui tout le reste semble construit. L'amoureux fonctionne avant tout comme énergie sensorielle. Il incarne cette capacité à être dans le monde de manière sensuelle et d'être au fait de la splendeur du monde. L'amoureux est celui qui sent trop. Et cette sensitivité l'amène à la compassion, à l'empathie, à l'art, à l'amour. Il est celui qui s'allonge en forêt, dans l'herbe, et pleure de joie. Celui qui est capable de sentir comment est le monde pour les fourmis, la brindille ou le lichen, et même capable de sentir l'excitation ou la peur des arbres. Son empathie ne connaît pas de frontières. L'amoureux baigne dans l'inconscient collectif du monde, dans le grand courant de toutes choses. L'amoureux veut tout toucher, se faire toucher partout. L'amoureux veut expérimenter le monde entier comme expérience sensuelle et esthétique. L'énergie de l'amoureux confine au mystique, à l'unité de toute chose. L'amour lui permet de sortir de lui-même, presque à l'envie. Il n'est plus prisonnier de son corps ni de son esprit, il est le monde entier. Ce qui veut dire qu'il ressent à la fois toute la joie, oui bien sûr, mais aussi toutes les douleurs du monde en même temps. Il lui arrive de vivre les douleurs et les peines des autres pour eux, car l'amour porte toute chose. Il sent beaucoup et tout le temps. Il connaît par exemple la sensation de joie immense d'un café au soleil levant, du drapé délicat d'une chemise propre sur sa peau qui le fait frémir de plaisir, d'un parfum d'enfance retrouvé 30 ans plus tard au détour d'une rue. Il trouve dans les arts, dans la musique, dans l'écriture, dans la peinture, un royaume entier à sa mesure, un royaume d'extase et de jouissance infinie. L'écriture est pour lui une expérience sensuelle, au-delà du concevable. L'amoureux n'organise pas sa vie, mais la désorganise, car il ne saisit aucunement la place des limites. Sa vie est artistique et chaotique, et c'est très bien comme ça. Sous son influence, tout doit être soumis à l'amour, car c'est la seule chose qui compte. Il s'oppose fermement aux 3 autres archétypes précédents, car il ne trouve souvent aucun intérêt dans leurs missions respectives. L'amoureux est l'artiste, l'intuitionniste, l'amoureux des belles choses et des beaux espaces, des beaux mots, des beaux gens, des beaux vêtements. Il n'aime pas le beau, il vit le beau. Il pense avec son cœur et est très bon pour raconter des histoires. L'ombre de l'amoureux, car évidemment il faut qu'il y ait une ombre, se trouve évidemment dans sa démesure. C'est l'addict qui le guette sur son côté gauche. L'addict est celui qui se perd dans l'énergie de l'amoureux, qui se fait dépasser par son immense puissance.
La question qui fait tomber l'amoureux vers l'addict est « Mais au fond, pourquoi devrais-je mettre quelconque limite à mon expérience sensuelle, sexuelle et matérielle dans ce vaste monde ? Pourquoi devrais-je me limiter face à l'inépuisable galerie de plaisirs que le monde m'offre ?» C'est ainsi que l'addict se perd dans l'océan des sens et des sentiments. Il perd pied, subit chaque rencontre comme un trop-plein, comme une promesse, chaque imprévu comme un énorme désamour, chaque amour comme une question de vie ou de mort. Il devient la victime de sa propre sensibilité, développe une forme de sursensibilité à toute forme de stimulation. Tout est trop pour lui, la lumière, les bruits, les images. Il se sent agressé par le monde, il se perd dans ses propres sens. Dans le même temps, il ne peut pas s'empêcher de consommer les sens. Il tombe facilement dans n'importe quelle drogue, qu'elle soit physique ou sentimentale. Il ne peut plus établir de distance entre lui et son désir. Il est devenu l'esclave de son désir. Il cherche toujours plus sans savoir ce qu'il cherche. Il ne s'arrête jamais et n'est jamais satisfait. Toujours à la recherche d'une prochaine aventure qui saura stimuler en lui son amour pour le monde. Souvent, il finira par chercher la proximité de la mort pour la puissance de vie qu'elle lui fera ressentir. L'addict a une faim insatiable de vie. Il est incapable de s'installer quelque part, de trouver un ou une partenaire. Eros lui tire toujours le bras. Il vit, il aime, toujours en mouvement. L'amoureux addict investit tour à tour son pouvoir de fascination dans les choses et enchaîne les choses, sans jamais se rendre compte que c'est lui qui possède le pouvoir de rendre ces choses fascinantes. Il cherche à l'extérieur ce qu'il possède à l'intérieur. Ce qu'il cherche, c'est Dieu, l'orgasme existentiel qu'il finira par chercher jusqu'à la spiritualité dans une ligne de cocaïne, trop souvent. Il s'oppose aux barrières, sans comprendre que ce sont précisément les barrières construites suite à des efforts héroïques qui lui permettront peut-être de maintenir sa vie et même de continuer à avoir le droit d'aimer le monde comme il le fait. Ce qu'il faut à l'addict, ce n'est pas plus de monde et de fusion, mais plus de distance, de détachement. Il doit brûler son temple et sa déesse sacrée, ou du moins lui tourner le dos pour un temps. Enfin, l'ombre droite de l'amoureux est l'amoureux impuissant. N'accédant pas, cette fois, à l'énergie de l'amoureux, l'impuissant vit une vie stérile, plate, manque d'enthousiasme, de vie. L'ennui le gagne très vite, le sentiment de vide, l'anédonie, et au bout, bien sûr, la dépression. Il se lève tard et se couche tard, s'isole, déclare que la vie n'a pas de sens, que tout est vain, qu'il n'y a jamais rien eu de nouveau sous le soleil de toute façon. Le parfum de la vie est parti pour lui, l'amoureux est introuvable. Votre mission. Bon, maintenant que vous avez ces 4 archétypes bien en tête et que vous avez répondu aux questions que je vous ai posées en introduction, voilà ce que vous allez faire. Vous avez dû en m'écoutant sentir qu'un, ou peut-être 2, mais on va se concentrer sur un seul ce soir, donc un seul de ces archétypes présentés vous semble pour vous lointain, ou du moins semble moins vous ressembler que les autres. Voire, vous vous êtes immédiatement, au prix d'un effort de lucidité et d'honnêteté intérieure énorme, identifié avec une de ces ombres. Cet archétype est votre archétype nœud, et celui sur lequel vous devez porter l'exercice que je vais vous proposer, car c'est probablement avec lui que vous avez des comptes à régler. Alors voilà ce que vous allez faire. La prochaine fois que vous traverserez un moment un tant soit peu difficile dans votre vie, et Dieu sait qu'il y en a, une baisse de morale, un choix compliqué à faire, un problème insistant sur lequel vous avez du mal à reprendre le contrôle ou à prendre une décision, ou à perdre votre contrôle, c'est aussi une possibilité, ou simplement, peut-être directement, suite à cet épisode, si vous sentez l'élan et le besoin, asseyez-vous sur le sol. Prenez un carnet et un crayon ou faites-le à voix haute en parlant seul si vous préférez, ça dépendra d'à quel point vous vous sentez plus à l'aise. Et demandez-vous, qu'aurait à dire cet archétype sur mon problème, sur ma situation, sur ma vie en général, sur cette souffrance que j'éprouve, sur ce dilemme, sur cette addiction? Qu'est-ce que mon roi, mon guerrier, mon magicien, mon amoureux
chacun trouvera le sien, pense de moi aujourd'hui. Et c'est là où la magie va opérer. Essayez de rentrer en cohésion avec l'énergie de cet archétype qui, soyez certains, vit quelque part à l'intérieur de vous. Essayez de vous identifier, par exemple si on prend l'exemple du guerrier, avec ce que dirait le guerrier de votre situation. Essayez de lui laisser la porte ouverte et de plonger à l'intérieur de vous. Cherchez cette énergie primordiale. Au début, ça va vous demander beaucoup de courage et d'honnêteté, parce qu'au début, il sera un peu timide, mais à un moment, si vous réalisez cet exercice correctement, cet archétype finira par vous dire des choses. Et souvent, si vous faites l'exercice correctement, des choses que votre ego aura potentiellement du mal à encaisser. Et c'est là qu'il faudra continuer. Si besoin, vous pourrez faire intervenir un autre archétype, que cette fois vous connaissez mieux, comme bouclier, et laisser les deux interagir, celui qui est vous et celui qui n'est pas vraiment vous, en leur donnant la parole tour à tour, en plongeant dans leur vision du monde sur votre vie, et regardez les débattre à travers vous, sur vous. Et laissez-les échanger, se battre, s'insulter peut-être, moi ça m'arrive, se cracher au visage, aller à travers, aller derrière. Il faut que les lignes de fracture soient clairement définies. Puis, une fois que l'exercice aura suffisamment duré, qu'ils commenceront à répéter les mêmes arguments, tentez d'intervenir, de jouer les médiateurs et essayez de trouver un terrain d'entente pour ces deux énergies probablement contradictoires. Si un de vous a le courage de montrer l'exemple en commentaire sur ce petit exercice, en faisant dialoguer deux parties de lui qui ne seront peut-être pas d'accord, avec une sur laquelle il a des résistances, ou de se faire juger, de juger sa vie actuelle à l'aune et à la lumière et à l'énergie d'un de ces quatre archétypes, je pense que ça en aiderait beaucoup et ça montrerait l'exemple et je distribuerai des plaids et un thé pour celui qui osera le faire. Et vous serez sacrément courageux. Ce que vous faites quand vous faites cet exercice, c'est de l'introspection. L'exercice d'introspection le plus puissant qui existe. L'imagination active. Vous êtes en train de faire remonter une ou plusieurs parts de vous atrophiées à la surface, de leur tendre le micro et de les faire dialoguer entre elles. Les dialogues écrits ou oraux, mais je vous conseille de le faire peut-être à l'écrit tout de même, parce que ça permettra d'en garder une trace, ou de vous enregistrer, pourquoi pas, qui sortiront de cette cérémonie d'introspection, ne doivent pas être jugés par vous. Vous devez tout laisser s'exprimer, même ce que vous n'admettez pas sur vous-même. D'ailleurs, c'est ce qu'on cherche, ce que vous n'admettez pas sur vous-même. Sinon, l'exercice n'aura aucun intérêt. Ensuite, méditez calmement pendant quelques jours les conclusions de cette cérémonie intérieure. Et vous verrez qu'assez vite, les actions à prendre s'imposeront d'elles-mêmes. Et au besoin, revenez-y. Faites intervenir d'autres archétypes, selon les situations et les dilemmes. Vous pouvez même développer les vôtres, plus précisément selon votre personnalité. Avant de juger cet exercice, faites-le. Je ne connais personne qui, en s'y étant pris avec sincérité et ouverture, n'ait pas appris des choses immenses sur lui-même. Alors, j'aurais bien d'autres conseils à vous donner et d'autres techniques qui marchent très bien pour comprendre et incarner ces archétypes, mais cet épisode est déjà suffisamment long comme ça. Alors, si vous voulez en savoir plus, eh bien, j'ai prévu de vous enregistrer une conférence entière sur ce sujet-là, disons la semaine prochaine. Nous y parlerons notamment de l'enfance, parce que c'est un sujet que j'ai pas eu le temps d'aborder ici, mais vos relations à ces quatre archétypes dépendent évidemment de votre enfance, mais je vous partagerai aussi d'autres outils, d'autres techniques, et nous parlerons plus en détail de la situation du masculin aujourd'hui. Je répondrai d'ailleurs à toutes vos questions du mieux que je pourrai évidemment sur ce sujet sur Discord. Si vous souhaitez accéder à cette conférence et étendre nos réflexions de cet épisode, si cet épisode vous a apporté un peu de lumière, vous a poussé à réfléchir sur vous-même et que vous souhaitez partager peut-être votre expérience avec d'autres membres de la communauté, vous pouvez nous rejoindre sur Patreon, c'est là où tout ça se passe, là où se tiendra la conférence la semaine prochaine sur le cercle du dolmen. Vous accéderez en rejoignant cet espace à mon Discord et pourrez participer à nos sessions vocales, accéder à tous mes contenus additionnels et surtout continuer votre quête. Je vous mets le lien de mon Patreon en description, passez voir s'il reste quelques places au cercle disponibles et pourquoi pas prendre la vôtre. Merci pour votre écoute
J'espère que cet épisode vous aura apporté de la lumière sur ce qu'il se passe à l'intérieur de vous, parce qu'in fine, c'est toujours l'objectif. J'espère que certains d'entre vous auront le courage de témoigner en commentaire, et à la prochaine.